j'y vais. Alors, j'y vais. À vous, Madame Chami, à moi. Alors, voilà. Bien, donc, on a déjà dit voilà, qu'il y avait pas mal d'actualités dans la physiopathologie, etc. Vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a 20 ans, la définition du GINA, c'était quoi? L'asthme est une maladie chronique inflammatoire des voies aériennes. Tout le monde est d'accord là-dessus. Sur laquelle cette inflammation va se greffer une bronchoconstriction, souvent réversible, souvent, même le plus souvent chez l'enfant. Et en fait, l'inflammation est responsable d'une hyperréactivité bronchique. En fait, 20 ans plus tard, la définition du GINA a changé. Bon, le GINA, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est les guidelines pour l'asthme qui réunissent des membres internationaux qui se réunissent et qui vont définir. Et là, maintenant, on sait bien que l'asthme est une maladie hétérogène. Donc, en fait, ce n'est plus un asthme, c'est un syndrome asthmatique. Okay? Habituellement caractérisé par une inflammation chronique des voies aériennes. Habituellement, donc pas toujours. Okay? Se définit par une histoire clinique. On n'est plus dans la définition de l'inflammation. Faite de toux, sifflements, gêne respiratoire, variable dans la durée et l'intensité. C'est-à-dire qu'on peut avoir un asthme avec des choses très très légères et bien sûr les asthmes sévères. Avec une limitation de la fonction respiratoire également variable. C'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants asthmatiques avec une fonction respiratoire presque normale et d'autres qui ne font pas beaucoup de symptômes, mais quand on fait la fonction respiratoire, on trouve vraiment une bronchoconstriction. Donc vous voyez qu'on est passé d'une définition en 20 ans anatomo-immunophysiologique à une définition clinico-fonctionnelle. D'accord ? Voilà ce qui a changé. Ce qui fait que là, on n'est plus dans cette inflammation qui est tout le temps là, etc. Il faut voir l'enfant ou l'adulte, peu importe, dans sa globalité de symptômes et de fonctions respiratoires. Pourquoi ça? Pourquoi on a abandonné cette définition? Parce que la structure anatomique des bronches, les mécanismes physiopathologiques, les phénomènes immunologiques, ils sont très difficilement mesurables. Comment on va faire? Ça diffère vraiment de façon très importante d'un individu à l'autre. Donc, il n'y a pas de standard, on ne peut pas les mesurer. En plus, il faut aller faire des explorations très, très agressives. Donc, ça ne peut pas être mesuré de façon homogène. C'est vrai que la diminution de la fonction respiratoire, elle peut être mesurée, elle peut même être traitée, mais chez un enfant à un temps X, comment on va faire la différence entre une obstruction bronchique due à un facteur extrinsèque, allergique, infectieux, environnemental, et une obstruction irréversible programmée dès la naissance en anténatale. On le sait maintenant. On le sait qu'il y a certains enfants qui ont une obstruction, enfin une diminution du calibre des bronches dès l'anténatale, dès la naissance. D'accord? Et cette diminution du calibre des bronches, elle va rester toute la vie pratiquement. Et sur cette diminution du calibre des bronches, chaque fois qu'il y a une inflammation, on va avoir un syndrome asthmatique. Et ça, on le sait bien, ça a été bien démontré chez les enfants prématurés ou de faible poids de naissance, chez qui la croissance pulmonaire ne va pas se dérouler de la même façon que pour les autres enfants. Alors, de la marche allergique, vous vous rappelez la fameuse marche allergique où l'enfant, il commençait avec de l'eczéma, puis il faisait l'allergie alimentaire, puis il faisait les symptômes respiratoires, puis il faisait la rhinite, etc. C'était une marche qui était un petit peu stéréotypée. Mais ça, maintenant, on n'en parle pratiquement plus. En fait, on se dit que l'asthme, c'est une maladie hétérogène. Le risque d'asthme est dû à l'intrication de plusieurs phénomènes. Et je ne sais pas si vous voyez bien je ne sais pas où est-ce qu'il est le pointeur. Je ne sais plus. Bon, mais allez, je vais le faire avec la flèche. Vous voyez? Non, vous ne voyez pas, malheureusement. Alors, c'est dû à l'intrication de plusieurs phénomènes qui proviennent eux-mêmes de sous-systèmes ou compartiments. Alors, à droite, vous allez voir les sous-systèmes. Bon, merci beaucoup. Faïs? Ah non, ça fait très bien. Alors, vous voyez que ces différents facteurs, ils sont là. Il y a déjà l'immunité innée. Il y a l'immunité acquise ou adaptative. D'accord? Il y a les changements dans la croissance pulmonaire. Il y a l'allergie. Il y a les changements dans le microbiote. Microbiote intestinal, microbiote pulmonaire également. On le sait maintenant que les changements dans le microbiote, les dysbioses, peuvent favoriser les infections respiratoires, peuvent favoriser les allergies. Il y a l'augmentation très importante des facteurs irritants, si vous voulez, dans l'environnement. Bon, il y a la fumée de tabac, il y a les allergènes, il y a la pollution domestique intérieure, il y a la pollution extérieure.
Tout ça, ce sont des facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et puis, il y a également, il faut en tenir compte, du changement des régimes alimentaires. Vous savez, les régimes alimentaires, on va dire, occidentaux, par rapport aux régimes alimentaires méditerranéens, on va dire. L'activité physique, la diminution de l'activité physique chez les enfants, les changements psychologiques, le changement, enfin, dans tout. On est dans un monde qui change, et particulièrement après cette pandémie de Covid, ce qui fait que tout ça, ce sont des facteurs qui vont s'intriquer et ils sont âge dépendants. Par exemple, on voit que l'immunité native, c'est depuis la naissance, mais les changements dans la nutrition, le changement dans le microbiote, etc., ça peut survenir un peu plus tard. Et l'allergie, ça peut survenir un peu plus tard. Donc, on se rend bien compte maintenant que l'allergie n'est pas le seul facteur d'apparition de favorisant la maladie asthmatique. Et en fait, l'histoire naturelle de la maladie asthmatique, ce n'est plus cette marche allergique, mais c'est l'interaction complexe entre ces différents systèmes. Bien, plusieurs phénotypes, je ne vais pas en parler parce que le professeur Boukari va faire toute une conférence là-dessus tout à l'heure. En fait, juste pour vous dire que le GINA a retenu chez l'adulte 4 grands groupes, l'asthme allergique, l'asthme non-allergique, neutrophilique avec haute cellule inflammatoire, etc. L'asthme d'apparition tardive qui est plus professionnel et puis maintenant une entité bien particulière, l'asthme avec obésité. D'accord ? Alors, chez le petit enfant de moins de 5 ans, c'est encore plus compliqué à préciser. Les anciens phénotypes étaient basés sur la durée, sur une classification temporelle selon la fameuse étude de Tucson avec les siffleurs transitoires, les siffleurs précoces, les siffleurs tardifs, les siffleurs persistants, etc. Après, on se rendait bien compte que cette classification n'était pas très utile dans la pratique de tous les jours. On a fait une classification par symptômes, soit les enfants de moins de 5 ans qui sifflaient de façon épisodique, soit ceux qui sifflaient de façon, beaucoup plus fréquente avec de multiples facteurs déclenchants. Mais ces phénotypes, ils restent très difficiles à identifier dans la pratique de tous les jours. Et souvent, on les identifie de façon rétrospective. On se dit, ah oui, c'est vrai qu'il a fait ça, etc. D'accord ? Actuellement, j'espère que vous allez nous éclairer tout à l'heure, l'identification des phénotypes. Chez le bébé, c'est vraiment une énigme, tellement il y a de variables, tellement les symptômes sont variés, tellement la sévérité est variable. Et en fait, actuellement, les 3 seules choses qu'on peut retenir qui vont définir certains phénotypes précis, c'est la sensibilisation, l'exposition aux allergènes et le nombre d'exacerbations sur une année. Mais beaucoup reste à faire. Il y a beaucoup d'études qui sont en train d'être réalisées. Maintenant, sur le plan diagnostique, qu'est-ce qui a changé ? Alors finalement, un diagnostic basé uniquement sur les symptômes, mais c'est ce qu'on fait. Quand un enfant vient, il a des symptômes gêne respiratoire, sifflement, grand enfant égale asthme. D'accord ? Et bien finalement, ça peut engendrer des sous-diagnostics ou c'est-à-dire des diagnostics par excès et donc des traitements par excès. Gêne respiratoire, sifflement, tout ne sont pas spécifiques de l'asthme. Ça peut se voir dans des infections respiratoires, dans vraiment de véritables suppurations pulmonaires, etc. D'accord ? Et en fait, le diagnostic doit reposer sur un ensemble de critères et anamnestique, et clinique, et fonctionnel. Je parle du grand enfant, hein, d'accord ? Et qui sont très variables d'un individu, voire d'un frère à un autre, voire d'un jumeau à son jumeau. Ça peut être très variable. Donc, du coup, il y a une étude qui a été faite, qui a été publiée récemment en 2019 chez 111 enfants. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris 111 enfants qui se sont présentés à la consultation pour des symptômes d'asthme. Ils les ont suivis pendant 1 an. Ils les ont tous mis sous corticoïdes inhalés, de façon bien régulière, bien monitorée, bien suivie. Et ils ont évalué à l'âge de 1 an qui étaient les véritables asthmatiques et qui ne l'étaient pas, c'est-à-dire ceux qui répondaient très bien au traitement, qui étaient asymptomatiques, et les autres. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 éléments qui étaient importants pour le diagnostic. C'est la fréquence des épisodes, plus de 3 par an. C'est le réveil nocturne dû à la gêne respiratoire et au sifflement, pas à la toux, gêne respiratoire et sifflement. Et la sensibilisation aux acariens, au pollen ou aux animaux. Pourquoi je vous dis ça, c'est important ? Parce que beaucoup de praticiens, dont moi, je le nie pas, quand les enfants ont une toux chronique inexpliquée, je me dis, ouais, c'est très possible que ce soit allergique, je vais le traiter comme... Ce n'est pas un critère de diagnostic, d'accord ? Et voilà, on voit sur ce tableau, même si vous le voyez très compliqué, en fait, c'est juste... Mais ça ne marche pas. Regardez, plus de 3 attaques, ça a le meilleur coefficient de spécificité. Les allergies, et vous voyez ici, l'eczéma, ce n'est pas un critère. La toux, qu'elle soit nocturne ou la toux juste isolée, ça n'est pas un critère. En fait, c'est plus la répétition, les réveils nocturnes et la sensibilisation au pollen.
Alors, la spirométrie, elle a été, avec test de réversibilité au bronchodilatateur, ce n'est également pas un élément de diagnostic spécifique. Ça peut se voir chez d'autres enfants que des asthmatiques. D'accord? Et il y a de véritables asthmatiques qui ont des fonctions respiratoires normales, qui font de l'asthme, qui répondent très bien aux corticoïdes inhalés. Et il y en a d'autres, ils n'ont pas de signe d'asthme. Vous faites une exploration fonctionnelle respiratoire, vous trouvez une diminution de la fonction respiratoire. Hadouma dit que les enfants qui ont des bronches toutes petites, depuis la toute petite enfance, avec une diminution vraiment du calibre bronchique inné. Alors, les prick tests allergologiques, on avait tous l'impression que c'était vraiment le gold standard du diagnostic de l'asthme. Eh bien non, les tests cutanés allergologiques à eux seuls ne sont pas suffisants. Il faut qu'ils s'intègrent dans un ensemble clinico-fonctionnel et d'évolution, d'accord? Voilà, alors c'est pour ça que si on n'en a pas, on n'a pas de test cutané, on ne peut pas faire le diagnostic, non, ça n'est plus possible, d'accord? Alors maintenant, les meilleurs critères de diagnostic, ça reste la mesure du NO exhalé, mais nous, on ne l'a pas au Maroc. En milieu, nous, on ne l'a pas. Vous l'avez en Algérie? Nous, on ne l'a pas. Et c'est un des critères les plus spécifiques. Maintenant, il reste à préciser les valeurs seuil chez l'enfant. Bon, apparemment, ça serait 22, entre 22 et 25 ppb. Maintenant, les tests de provocation bronchique, par l'exercice ou la métacholine, restent des critères très spécifiques de diagnostic de l'asthme. Mais le problème, c'est que plus l'enfant est petit, plus c'est difficile à réaliser. C'est-à-dire qu'on peut commencer à faire ça à partir de l'âge de 7 ans. Il reste cette fenêtre de l'enfant de 5 à 7 ans où ça peut être compliqué. Et bien entendu, le diagnostic est beaucoup plus difficile chez le nourrisson. Les mécanismes physiologiques et physiopathes et inflammatoires, ils ne sont pas encore tout à fait précisés parce qu'il y a un problème d'éthique pour aller explorer les bronches des bébés. Les infections virales récidivantes posent énormément de problèmes de diagnostic différentiel à cet âge de la vie. Elles sont très fréquentes. Les visites aux urgences sont très fréquentes à cet âge-là. Les parents sont très inquiets. Donc, du coup, le médecin, il est appelé à vraiment poser un diagnostic le plus précis possible. Mais malheureusement, ça n'est pas toujours possible. Et des fois, il y a des enfants qui sifflent, quoi que vous leur fassiez, jusqu'à ce qu'ils arrêtent un jour de siffler. Les diagnostics différentiels sont nombreux à cet âge-là. Il faut savoir, il y a une nécessité d'exploration plus importante que chez le grand enfant. Particulièrement, on ne peut pas faire un raisonnement sans une radiographie du thorax de face, au moins chez un bébé. Et puis, dans cette tranche d'âge-là, les tests thérapeutiques sont souvent nécessaires. Donc là, on est obligé d'aller vers des traitements et de les essayer. Alors, le dernier GINA, il a, on va dire, divisé les nourrissons siffleurs en 3 grandes parties. Il y a ceux qui ont des symptômes qui sont de courte durée, 2 ou 3 fois par an, et aucun symptôme entre les crises. Ici, l'asthme, peu probable. D'accord? Il y a ce borderline où on se retrouve toujours, souvent, très très souvent, où les enfants, ils ont des symptômes qui durent un petit peu plus que 10 jours lors d'infection ORL, qui ont plus de 3 épisodes par an. Parfois, des petits symptômes entre les crises, et là, on se dit l'asthme est possible ou pas. Ce sont des enfants qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Et puis, il y a les enfants, les nourrissons, qui présentent des toux, des sifflements, etc., qui sont prolongés, plus de 3 épisodes par an, ou bien au moins un épisode sévère, qui ont des symptômes entre les épisodes aggravés par l'effort, aggravés par le rire, les jeux, etc., qui ont une atopie personnelle ou familiale, et là, on se dit l'asthme est fort probable. Mais ça reste probable, hein. C'est pas, ouais, il a de l'asthme, c'est vrai, il a de l'asthme. Donc, ce qui fait que dans notre discours avec les parents, surtout chez les petits-enfants, il faut toujours rester prudent de manière à faire adhérer les parents à notre prise en charge. Oui, c'est probable, mais c'est pas du sûr à 100%. Donc, on va voir le traitement, ce qu'il va donner. C'est peut-être, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, mais ces petits détails font que vous avez un discours un petit peu différent avec les parents. Alors voilà, Yang a proposé dans cette récente revue une démarche diagnostique chez le petit bébé. Alors quand vous voyez un enfant, premier épisode, vous le voyez, il a des sifflements devant vous. Il consulte pour un premier épisode. Donc vous l'examinez, le poids, la taille, les antécédents et tout, vous faites une radio du thorax, elle est normale, vous n'avez aucun autre diagnostic différentiel sous la main. Vous faites un test thérapeutique, quand vous avez une exacerbation légère, vous faites un test thérapeutique au bêta-2 courte durée d'action. L'enfant s'améliore nettement, vous suspectez un asthme. Vous ne dites pas aux parents, ah oui, il s'est amélioré, ça fait il a un asthme. On suspecte. S'il récidive, vous dites que l'asthme est très probable. Si l'exacerbation est modérée à sévère, vous faites bêta-2 plus corticoïdes oraux. Mais pas pour une semaine, 3-4 jours, pas plus, pour ne pas tomber dans les corticothérapies orales répétées.
Si on a une amélioration nette, on va partir sur ça, on suspecte l'asthme. S'il récidive, eh ben, c'est un asthme fort probable. S'il n'y a pas d'amélioration ou l'amélioration est faible, à ce moment-là, l'asthme n'est pas certain. Il faut rechercher les comorbidités, il faut rechercher d'autres pathologies, rechercher les diagnostics différentiels. D'accord ? Maintenant, si vous avez un enfant qui va se présenter avec une histoire, c'est-à-dire qu'il vient chez vous pour avoir votre avis parce qu'il a fait plusieurs épisodes de sifflement. Alors, on va évaluer la fréquence des symptômes et la sévérité des exacerbations. Si les symptômes ne sont pas très fréquents, il n'a jamais fait d'exacerbation sévère, etc., on va surveiller, évaluer pendant 3 mois et on va donner des bêta-2 à la demande si les exacerbations sont légères et on va voir. Ça répond bien, c'est un asthme. Ça ne répond pas, eh ben, il faut arrêter le traitement et réévaluer. Si à l'arrêt du traitement, vous ne donnez plus de bêta-2 et que l'enfant se réaggrave, on appelle la détérioration après l'arrêt du traitement, ça vous oriente vers un asthme. Alors, de l'autre côté, si vous avez des symptômes beaucoup plus importants, un petit peu plus sévères, vous faites un test thérapeutique avec les corticoïdes inhalés à moyenne dose pendant 3 mois et des bêta-2 à la demande, bien entendu. Il s'améliore de façon très nette, c'est un asthme. Il ne s'améliore pas, ou là l'amélioration elle est faible, il continue à être un peu symptomatique, à ce moment-là, on arrête le traitement et on évalue. Si dans le mois ou là les 2 mois qui viennent, il se redétériore, ça veut dire qu'il avait besoin de ces corticoïdes inhalés, et donc c'est probablement un diagnostic d'asthme. D'accord ? Vous voyez, mais chez le nourrisson, là, ça reste que des probabilités, parce qu'il est très possible que même vous allez traiter, etc. L'été d'après, vous allez arrêter le traitement, il va être bien, et l'hiver d'après, il n'aura plus rien. D'accord ? Ce qui fait que ça reste des probabilités, ce n'est pas des choses très certaines. Alors, la prise en charge, je vais pas, vous le savez tous, ça, vous le trouvez tous dans le GINA. Bon, la seule chose, c'est que ça s'est traduit en français, c'est plus facile. Vous avez les crises légères à modérées qui sont traitées en ambulatoire, les crises sévères et menaçantes qui sont traitées en soins intensifs. Le tableau, vous allez le trouver dans le GINA. Je passe parce qu'après, je vais prendre trop de temps. Alors, la prise en charge des exacerbations, toujours évaluer les sévérités, évaluer les risques et les signes de dégradation vers une exacerbation sévère, voire un asthme aigu grave, et j'ai entendu tout à l'heure parler. Et évidemment que l'éloignement, la difficulté d'accès aux soins et le niveau socio-économique défavorisé est un facteur de risque voilà. C'est-à-dire que tout dépend du contexte où vit l'enfant. S'il vit dans un milieu médicalisé, proche d'un centre hospitalier, etc., on peut toujours se permettre de traiter à domicile. Mais si l'enfant, vous le voyez, même pour une crise légère, et que vous savez qu'il est à 40 km, qu'il est venu en car et qu'il faut... D'accord ? L'éloignement, la difficulté d'accès aux soins est un critère de sévérité. Donc, ça fait appel, je ne vais pas vous dire bronchodilatateur, spray avec chambre d'inhalation ou nébulisation. Juste pour vous dire un mot, l'efficacité est égale entre les nébulisations et le spray administré de façon correcte. D'accord ? Les nébulisations de salbutamol, maintenant, c'est plus facile. C'est 0,5 ml chez les moins de 3 ans, plus 1 ml chez les plus de 3 ans, plus le sérum physiologique. D'accord ? La corticothérapie orale ou intraveineuse, l'efficacité est la même. Donc, il faut toujours préférer la voie orale chez le petit enfant, sauf s'il est en mauvais état général, qu'il vomit, qu'il refuse, etc. OK ? Et bien sûr, l'oxygénation en cas de désaturation. Maintenant, c'est juste pour vous dire qu'actuellement, on utilise beaucoup les atropiniques de synthèse dans les asthmes graves. Ils sont utilisés avec les bêta-2 en nébulisation. C'est l'Atrovan qui est commercialisé au Maroc. 250 microgrammes par nébulisation, mélangé avec les bêta-2, toutes les 8 heures. Et ça permettrait une amélioration significative du VEMS. Le sulfate de magnésium, il est très utilisé, je crois, chez l'adulte qui fait de l'asthme sévère. Chez l'enfant, l'efficacité n'est pas encore démontrée. C'est-à-dire que si on est devant un enfant en réa, en soins intensifs, on peut toujours essayer de l'utiliser pour voir est-ce qu'il peut apporter quelque chose. Mais quand on fait des études contrôlées et tout, ce n'est pas extraordinaire. Alors, les dernières nouveautés, c'est les corticoïdes inhalés en nébulisation à forte dose. Ça, il y a quelques études qui sont en cours actuellement pour remplacer une corticothérapie orale par une corticothérapie inhalée à forte dose, 1000 ou 2000 gamma par jour, de budesonide dipropionate de beclomethasone. Et apparemment, serait l'équivalent d'une corticothérapie orale sur le plan de l'efficacité. D'accord ? Maintenant, il y a des écoles pour, il y a des écoles contre. Les écoles anglo-saxonnes, comme elles sont tout le temps dans l'économie d'une corticothérapie orale, c'est des protocoles qui commencent à utiliser beaucoup. Alors maintenant,
l'école française, ils sont absolument contre. Ils disent non, ça c'est pas possible. Bon, moi je crois qu'il faut quand même commencer à évoluer avec son temps et avec comment vous dire, les progrès que réalise la médecine et les prises en charge, et peut-être essayer cette corticothérapie, par exemple de dénébulisation de budésonide, particulièrement dans les urgences, ça pourrait donner de bons résultats, et donc peut-être éviter des hospitalisations, éviter des corticothérapies orales chez les tout petits bébés. Alors l'azithromycine, ah là là, cette azithromycine, qu'est-ce qu'on en a entendu parler? Alors l'azithromycine, c'est vrai que autant elle peut être utile chez les sifflements non étiquetés du petit bébé, en général viraux, d'accord? Autant dans les crises d'asthme, elle n'apporte rien du tout, aucun effet, parce que moi je vois maintenant beaucoup d'ordonnances, crise d'asthme, Azix, ça devient comme Aspro. Donc, du coup, ça n'a pas d'amélioration. Franchement, il faut que ce soit réservé aux formes surinfectées. Alors, le plan de gestion de l'asthme, ça aussi, vous l'avez dans le GINA. Maintenant, il faut apprendre aux parents comment gérer à domicile. Et en fonction du traitement que prend l'enfant, quand c'est léger, on augmente les bêta-2 courte durée. On leur apprend à augmenter la dose de corticoïdes inhalés. Et puis, voilà. Et on évalue. Si ça s'aggrave, eh ben, il faut rajouter une corticothérapie orale. Et si ça s'aggrave, il faut consulter, en fait. OK? Alors, le traitement de fond. Il faut que vous le sachiez, qu'on le sache tous. Les corticoïdes inhalés restent le traitement de première intention le plus efficace dans l'asthme de l'enfant. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs quand on a un asthme, c'est les corticoïdes inhalés. On peut utiliser éventuellement les long-acting bêta-agonistes, les LABA ou à longue durée d'action, ou le montelukast chez le petit bébé, toujours en association avec les corticoïdes inhalés si on veut passer à un palier supérieur. Mais étant donné les différents phénotypes, il devient maintenant vraiment nécessaire d'établir des schémas thérapeutiques personnalisés, et ce sont les axes de recherche actuellement. C'est-à-dire que chaque enfant est un cas particulier, mais ça c'est particulièrement dans les asthmes un peu sévères. Parce que les asthmes légers à modérés, ça réagit au traitement. Maintenant, quand on voit des choses un petit peu plus sévères, il faut établir des schémas quand même personnalisés. Actuellement, on a découvert plusieurs génomes chez certains enfants qui étaient de véritables asthmatiques et qui ne répondaient pas aux corticoïdes inhalés, et c'est associé à la mauvaise réponse aux corticoïdes inhalés. Donc maintenant, il y en a une dizaine qui ont été mis en évidence, mais les études, elles sont encore en cours. Et maintenant, bien sûr, il y a les biothérapies, les anti-IL5, les anti-IgE, qui sont indiquées maintenant chez l'enfant de plus de 6 ans. On n'est plus dans les plus de 12 ans, dans les plus de 6 ans. En cas d'asthme sévère, dans des cas particuliers. Alors, le professeur de la cour devait faire prise en charge de l'asthme de l'adolescent. Je vais en profiter juste pour dire un mot, parce qu'il n'est pas là. L'asthme de l'adolescent maintenant, ou même maintenant de l'enfant à partir de 6 ans, fait appel à l'association corticoïde inhalée formotérol. Vous le savez. Et cette association corticoïde inhalée formotérol, elle est utilisée et pour le traitement de fond, et pour la prise en charge des exacerbations. C'est-à-dire que l'enfant, il a son inhalateur, il est sous traitement de fond, sous faible dose pendant longue durée, et puis le jour où il ressent une exacerbation, il va augmenter sa dose de corticoïdes inhalés formotérol. Alors, vous connaissez la molécule qui est commercialisée au Maroc ? Symbicort, voilà, on va le dire. Malheureusement, le Symbicort, il ne peut pas être utilisé à tout âge. Il y a des enfants qui ne savent pas l'utiliser. Donc, on est plus vers les enfants de 9-10 ans. OK ? Donc, on va l'utiliser en traitement de fond. Et puis, quand l'enfant ressent hygiène respiratoire, il va l'inhaler pendant 2 ou 3 jours. Il va doubler, voire tripler sa dose quotidienne. Et apparemment, ça donnerait autant d'effets qu'une corticothérapie orale. OK ? C'est le nouveau protocole qu'il y a chez l'adolescent. Et vous voyez que quand on va sur le protocole GINA, voilà ce qu'il y avait dans le GINA 2019. Voilà le nourrisson. Bon, le nourrisson, ça n'a pas changé parce que c'est compliqué. Chez le grand enfant, donc on avait, regardez, ça a changé. C'est-à-dire chez le grand enfant, corticoïdes inhalés à faible dose là-bas, ou corticoïdes inhalés moyenne dose, ou corticoïdes inhalés formotérol faible dose, qui est utilisé et en traitement de fond et en traitement des crises. Là, c'est la même chose. Et puis, ils ont rajouté un palier 5 où c'est les asthmes vraiment hyper sévères de l'enfant. Mais moi, je n'en vois pas beaucoup. Est-ce que vous, dans votre expérience, vous en voyez beaucoup ? Franchement, moi, je n'en vois pas beaucoup des masses. Moi, mais peut-être que c'est, voilà, au CHU, ils en voient beaucoup comme ça. D'accord ? Et là, on peut rajouter soit des anti-IgE, soit des anti-IL4, anti-IL5, voire une corticothérapie orale prolongée.
D'accord? Alors, chez le nourrisson, on va faire une approche selon le phénotype. Maintenant, ça, c'est une étude qui a été publiée, une mise au point très, très récemment. Et en fait, il les divise quand même en siffleurs intermittents, siffleurs persistants. Alors, API, c'est l'Asthma Predictive Index, c'est-à-dire la probabilité de faire de l'asthme. Quand il est négatif, on donne l'azithromycine précoce durant l'épisode, donc on suppose que c'est une infection virale, probablement surinfecté. OK? Quand l'asthma predictive index, c'est-à-dire il a des facteurs de risque de développer un asthme, on peut donner des corticoïdes inhalés intermittents, c'est-à-dire juste pendant 10 jours la durée de l'épisode et arrêter. Voire une corticothérapie faible dose au long cours. OK? Maintenant, si les sifflements sont persistants, qu'on a des TC positifs ou une hyperéosinophilie, c'est les corticoïdes inhalés au long cours. Si on n'a pas d'hyperéosinophilie, qu'on a les tests cutanés, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de preuve de l'allergie, eh bien, on a le choix, soit on fait des corticoïdes au long cours, soit des antileucotriènes, soit intermittents. On a le choix. C'est selon les parents, selon les moyens financiers, selon c'est-à-dire il y a des parents qui refusent automatiquement les sprays, il y en a encore. Et il y a des enfants, il y a des parents qui refusent les traitements par voie orale. Quand on leur dit monter Lucas, ils sautent au plafond parce que maintenant tout le monde a Internet, tout le monde va regarder les effets secondaires, les choses et tout ça. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les définitions chez le nourrisson et le grand enfant tiennent compte de critères cliniques et fonctionnels, d'accord ? Et les phénotypes vont tenir compte des phénomènes inflammatoires, mais qui sont encore en voie de découverte, on va dire. Pour la démarche diagnostique, la clinique seule n'est pas suffisante. Il faut absolument associer des critères fonctionnels. L'enquête allergologique, elle n'est pas faite pour poser le diagnostic. Elle est faite pour préciser le phénotype, c'est-à-dire est-ce que c'est un phénotype allergique ou pas. D'accord ? L'introduction de l'association corticoïde-formotérol chez l'enfant de plus de 6 ans en traitement de fond comme traitement des crises, d'accord ? Et l'introduction, bien entendu, des biothérapies, mais ces biothérapies, elles nécessitent, c'était des asthmes sévères, dans des cas, comment vous dire, il faut que ce soit vraiment personnalisé. Chaque enfant est un cas particulier. Mais ce qui n'a pas changé, c'est les corticoïdes inhalés, qui restent la pierre angulaire du traitement, la surveillance du contrôle de l'asthme, les tests thérapeutiques qui sont très utiles quand on a des doutes diagnostiques et en cas de difficulté d'accès aux soins également, surtout dans les pays à faible revenu. Et puis les traitements non pharmacologiques, ça reste essentiel. Le contrôle de l'environnement, l'activité physique, le régime alimentaire adapté pour avoir un très bon microbiote, la lutte contre l'obésité, l'éducation des familles. Ça, c'est hyper important. Et puis l'avenir, c'est la meilleure connaissance des phénomènes inflammatoires, meilleure connaissance des phénotypes. Et l'avenir, c'est d'établir des protocoles thérapeutiques personnalisés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que j'ai respecté le temps ? Je ne sais plus. Vraiment, je ne sais pas.